Bonjour. Nous allons commencer avec aussi peu de retard que possible. Et donc, une fois n'est pas coutume, je vais participer à la table ronde pour deux raisons. La première, c'est que, bien sûr, cette session se tient dans le cadre du colloque ATHS, mais elle se tient surtout sous l'égide du congrès régional de la WAD, World Association on Dual Disorder, qui est très bien représenté par son président, le Dr Nestor Serman, qui interviendra tout à l'heure, par un de ses fondateurs aussi, le professeur Miguel Casas. Et donc c'est une session dédiée aux pathologies duelles, donc double diagnostic, addiction, troubles psychiatriques, mais qui va s'intéresser à un sujet qui est peu largement abordé, assez mal connu des intervenants dans le champ des addictions et qui pourtant revêt un caractère tout à fait important puisqu'il s'agit des troubles neurodéveloppementaux, le TDAH en tête, les troubles du spectre autistique, les dysrégulations émotionnelles et les troubles de personnalité qui sont traités respectivement par donc Nestor Serman, Patrice Louville, puis Miguel Casas et enfin Maurice de Mattéis qui, une fois n'est pas coutume, termine son diaporama. Alors, voilà. Et bon. Donc, le docteur Nestor Serman est psychiatre, addictologue, et il dirige le service de pathologie duelle, chef de ce service à l'hôpital universitaire Gregorio Marañón de Madrid, et il est donc un de ceux qui ont initié ce long chemin vers la pathologie, vers les pathologies duelles, les dual disorders, et il est donc désormais maintenant. Il a succédé à la présidence de la WAD au professeur Pedro Ruiz, qui nous a quittés et nous pensons fort aujourd'hui. Donc, Nestor Serman va nous parler des dysrégulations émotionnelles dans le cadre des pathologies duelles qui, vous le verrez, si vous le savez déjà, est un domaine relativement crucial puisque nous le rencontrons souvent sans souvent le reconnaître ni le prendre en charge un petit peu spécifiquement. Nestor ? Bonjour. Je suis très heureux d'être ici ce matin comme co-président de cette session avec mon ami Jean-Pierre. Merci beaucoup à tous les organisateurs, à Jean-Pierre et tous les organisateurs, et je les remercie de cette invitation. Je remercie également tous mes amis et collègues ce matin. Je pense que c'est une occasion pour nous de parler un petit peu des pathologies duelles avec addiction et des troubles mentaux, et surtout comment on peut les voir dans la pratique clinique. On a changé l'ordre de la présentation, mais je vais présenter commencer cette séance avec la présentation sur la dysrégulation émotionnelle et les pathologies duelles. Une nouvelle façon de penser sur les troubles mentaux, de façon non conventionnelle. À l'entrée, on peut vous donner les écouteurs. Cette session est traduite. Ok, parfait. Ok, non. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Voilà ma déclaration. Voici le programme. Je vais présenter le concept de régulation des émotions. Je vais dire quelques mots sur la psychiatrie de précision. Je vais parler de la génétique de la dysrégulation. Et enfin, je vais parler des systèmes endogènes et la régulation de l'émotion. C'est très important
peut-être rien n'est plus central à l'expérience humaine que les émotions. D'un point de vue de l'évolution, ces réponses émotionnelles existent parce qu'elles augmentent notre capacité de survivre. La rupture de ces processus est une caractéristique importante des troubles de l'émotion. Les affects négatifs sont associés à une altération dans l'activation des circuits associés. Les gens modulent les émotions de façon consciente et non consciente pour répondre à des exigences de l'environnement. Alors, évidemment, la régulation des émotions peut souligner la régulation vers le bas des émotions négatives, l'augmentation des émotions positives, la modification de l'expérience ou de l'expression des émotions. L'impact substantiel de la régulation émotionnelle sur de multiples aspects du fonctionnement et de la santé est bien connu. L'évaluation de la régulation des émotions des patients dans des environnements cliniques est impérative pour qu'on puisse prendre des décisions cliniques efficaces en prévention et en traitement. Il y a un manque de sensibilité des critères de diagnostic actuels des troubles mentaux. Dans la science clinique, on s'est intéressé à l'identification de nouvelles façons de penser aux patients et de traiter ces patients avec ces troubles des émotions. C'est une nouvelle perspective pour identifier des troubles mentaux différents. Un facteur qui a reçu beaucoup d'attention par rapport à la régulation des émotions, c'est la capacité de moduler l'intensité ou la durée des états émotionnels. La recherche a investigué, étudié des ruptures des émotions. Et cette recherche peut coller avec les nouvelles classifications des troubles. Par exemple, les États-Unis, les critères dans ces projets de NIMH, et également il y a des projets du côté européen. La dysrégulation émotionnelle n'est pas toujours un signe de trouble mental, mais c'est une caractéristique clé dans beaucoup de troubles, comme la dépression, les problèmes bipolaires, les troubles de la personnalité borderline, des troubles de l'attention, les troubles de stress post-traumatique et évidemment l'alcool, le tabac, l'usage de ces substances, les problèmes de l'alimentation, etc. Les symptômes courants de dysrégulation émotionnelle sont les suivants. Il faut penser à tout cela pour diagnostiquer et traiter nos patients. On a besoin de traiter les syndromes plutôt que des critères de diagnostic. Les symptômes les plus courants sont des changements d'humeur, culpabilité, des boucles de pensées négatives, une difficulté à gérer le stress, des colères, angoisses, dépression, des sentiments de honte, des pensées suicidaires et enfin l'usage des substances. Il y a différentes échelles ou classifications pour quantifier ce type de syndrome. Parmi elles, il y a l'échelle de régulation émotionnelle et ses troubles, le DERS. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'addiction? Selon cette publication, la neuroscience a révélé que l'addiction implique des processus interconnectés dans le cerveau plutôt qu'un trouble défini principalement par un comportement unique, par exemple l'usage des drogues. Les patients en addiction souffrent fréquemment de dysrégulation émotionnelle, qui fait partie de cette pathologie duelle. La plupart des individus dans notre société sont exposés à des événements de leur vie difficiles, comme des situations traumatisantes, les guerres, ou alors sont exposés à des substances psychoactives. Et ça, c'est une petite proportion, une petite proportion de cette population exposée à ce genre d'événements va développer un trouble mental, comme par exemple des troubles avec addiction. Pourquoi?
La communauté scientifique a trouvé qu'une personne sur 10 exposée à des substances psychoactives vont développer un trouble addictif. Pourquoi? La réponse seule se trouve dans le concept de psychiatrie de précision. On vit dans l'ère de la médecine de précision et il en va de même dans le domaine de la pathologie duelle. Le mot-clé, c'est la vulnérabilité. Les déterminants biologiques et sociaux sont des facteurs qui déterminent la santé. Et dans la vulnérabilité ou la résilience contre le risque de développer des troubles d'usage de substances. Et en raison de la diversité du génotype et de l'environnement, la viande pour un homme est un poison pour un autre. L'effet des substances ne sont pas les mêmes selon les individus, y compris d'un point de vue de genre. Et les drogues peuvent avoir des effets différents selon l'état mental, basés sur les différences de cerveau. On peut penser aux enfants qui ont des troubles de l'attention. Si on leur donne des amphétamines, il y a une amélioration de leurs symptômes. Ces mêmes médicaments, ces mêmes substances ont des effets différents selon les enfants. L'hypothèse d'automédication, qui a été revisitée du point de vue neurobiologique, explique pourquoi certains individus sont plus susceptibles au développement de troubles de l'usage de substances que d'autres. Et de ce point de vue, des individus qui ont un trouble d'usage de substances, ils les utilisent pour atténuer des problèmes émotionnels, cognitifs et de comportement. Et les résultats pointent vers un modèle de médicaments, de drogue de choix, où les gens peuvent être susceptibles à une substance en particulier qui peut être pour eux la meilleure automédication. Les gens qui ont des problèmes de dysrégulation émotionnelle ne recherchent pas toutes les substances, mais seulement les substances que leur cerveau exige. C'est très important. J'ai parlé de la médecine de précision, de la psychiatrie de précision. On va vers ce concept. J'espère que ce sera le concept de l'avenir, en quelque sorte. On a besoin d'identifier les symptômes et les syndromes et les circuits, la cognition, les gènes et les expériences de la vie pour identifier différents biotypes, différents phénotypes. Et on parle de différents biotypes. Et enfin, pour avoir le traitement le mieux personnalisé pour ces individus. Quelques mots sur la génétique. Ces troubles sont héréditaires, comme vous le savez. Des différences génétiques déterminent les connexions du cerveau, ce qu'on peut appeler le connectome, entre les systèmes endogènes, par exemple, et leur implication dans les états affectifs, y compris les pathologies duelles. Les études génétiques identifient des variants génétiques associés à la dysrégulation émotionnelle et la probabilité de développement de troubles de l'émotion. Mais l'influence d'un seul polymorphisme est relativement atténuée. Comme vous le savez, les troubles mentaux sont polygéniques et c'est très important. Des facteurs environnementaux jouent également un rôle important dans l'expression de tous les troubles mentaux. Maintenant, on va passer en revue un certain nombre des systèmes endogènes et leurs liens avec la régulation émotionnelle. Je vais parler du système cannabinoïde, le système opioïde et le système cholinergique, et on va également parler des effets des hallucinogènes sur la régulation des émotions. Au cours des dernières décennies, toutes les recherches sur ces troubles s'est concentré sur le système de reward du cerveau. On sait que toutes les substances vont se lier à des systèmes endogènes, par exemple le système endocannabinoïde, opioïde ou cholinergique nicotinique. Liés à ce système, les récepteurs cannabinoïdes sont localisés partout dans le cerveau et ils régulent différentes fonctions, y compris la régulation des émotions.
Et apparemment, il entend de la musique, qui a eu un effet, dit-il, sur ses émotions. Il y a de plus en plus de preuves du lien entre l'usage du cannabis et la régulation des émotions, qui tendent à prouver que l'usage du cannabis peut entraîner une dépression. Mais les preuves les plus fortes pointent vers l'inverse, c'est-à-dire la dépression peut augmenter la fréquence de l'usage du cannabis ou même entraîner un trouble de l'usage du cannabis. Ceci soutient l'hypothèse d'automédication. Il y a des évidences précliniques selon laquelle la modulation du système endocannabinoïde pourrait être bénéfique pour des patients avec des troubles des régulations de l'émotion. Mais il y a peu de preuves qui soutiennent l'utilisation du cannabis comme antidépresseur. Alors, le CBD, selon les preuves, le CBD réduit l'angoisse à travers l'effet sur des récepteurs sérotonergiques et activation des récepteurs cannabinoïdes. La compréhension du fonctionnement du CBD peut entraîner son usage comme traitement pour des troubles liés à l'angoisse et des troubles d'usage de substances. On va passer maintenant au système endogène opioïde. La localisation des récepteurs chevauche avec les régions du cerveau consacrées au traitement des émotions. Vous savez que le système des récepteurs opioïdes et le rôle des 3 récepteurs est connu dans la régulation de l'humeur. Comme vous savez, les agonistes dans les récepteurs delta ont un effet sur l'humeur, mais les antagonistes des récepteurs kappa opioïdes diminuent l'humeur, ont un effet néfaste sur l'humeur. Alors, le chevauchement avec la douleur émotionnelle et la douleur chronique est bien connu. Certains patients, lorsqu'ils prennent une médication opioïde, peuvent avoir l'expérience d'un soulagement de la douleur et également une amélioration de l'humour. Les patients peuvent ne pas être conscients de l'amélioration de leur humeur en raison de leur usage des opioïdes. Par exemple, le tramadol a des propriétés antidépresseurs. Le potentiel antidépresseur des opioïdes est connu depuis des siècles. Des études récentes montrent que la buprenorphine peut aider à traiter des troubles de la régulation émotionnelle très courants, sans avoir de troubles d'usage des substances et des problèmes, des troubles comme la dépression ou les troubles de personnalité borderline. Alors, qu'en est-il du système endogénique, cholinergique et nicotinique dans le cerveau? Comme vous le voyez, cet article sur le système endogène nicotinique a un impact sur la régulation des troubles affectifs, y compris la réponse aux antidépresseurs. La nicotine peut être une thérapie prometteuse pour des patients avec une dépression et des problèmes de performance cognitive dans les dépressions dans l'individu âgé. Mais, par exemple, l'inhibition est significatif dans la population, mais ça n'a pas l'air d'être lié seulement à la fumée, à la prise de nicotine. Donc l'effet du tabac peut venir d'un sous-produit du tabac qui n'est pas lié à la nicotine. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes fument quand ils ont des troubles de la régulation des émotions. Et parfois, cela ne suffit pas lorsque on leur donne des thérapies de remplacement de la nicotine. Comme vous le savez, on connaît aujourd'hui un nouvel intérêt dans l'utilisation d'hallucinogènes pour traiter des troubles de la régulation des émotions, pour traiter ici la dépression et les troubles d'usage de l'alcool. La psilocybine est un agoniste d'un récepteur endogène et il semble que
l'efficacité de psilocybine soit avérée dans le traitement des troubles dépressifs majeurs et des troubles de l'autisme. Alors, les deux troubles impliquent une dysrégulation émotionnelle. Quand on tient compte de la régulation émotionnelle, ça permet une vision transdiagnostique qui permet de diagnostiquer les patients avec des symptômes de dépression, d'angoisse, de troubles d'usage de substances, troubles de l'alimentation, troubles de la personnalité borderline. Cette perspective permet de bien comprendre les patients et savoir que le diagnostic par catégorie, et cela nous permet d'avancer vers une psychiatrie de précision. Et troisièmement, d'une perspective neurobiologique, l'implication des systèmes endogynes, opioïdes, cannabinoïdes, cholinergiques, nicotiniques, doit être prise en compte dans le diagnostic et le traitement des troubles de la régulation des émotions, y compris évidemment les troubles d'usage des substances. Et quand on travaille avec des patients avec des troubles de la régulation des émotions, il est important de tenir compte du modèle drogue de choix. Cinquièmement, de nouveaux outils cliniques sont nécessaires au-delà de l'approche traditionnelle pour un traitement intégré et non séquentiel. Sixièmement, les médicaments qui sont efficaces dans le traitement de ces troubles des émotions peuvent être efficaces dans le traitement des troubles d'usage des substances qui les accompagnent. Par exemple, le buprenorphine. On peut envisager un avenir dans lequel on va diagnostiquer des profils de biotypes cliniques individuels et personnaliser des traitements pour correspondre à ces profils. Je vous remercie de votre attention. Juste deux mots. On organise le congrès annuel l'année prochaine à Majorque et je voudrais vous voir tous et donc garder cette date pour venir assister à ce congrès. Alors, également, c'est un bon endroit pour la science, hein, Majorque. Si vous en êtes d'accord, on va garder les questions pour la fin de la session pour tous les intervenants. Louville, qui est psychiatre et addictologue. Je te passe le micro, puisque si tu préfères parler debout. Que je remercie de nous avoir proposé. Je le remercie de nous avoir proposé donc de parler justement des dysrégulations émotionnelles dans un cadre donc clinique, pratique. Et c'est d'autant plus remarquable que c'est peu souvent fait par les Français. Et donc on le remercie de cette initiative et on l'écoute. Donc tu as la parole. Merci Jean-Pierre. Merci aux organisateurs de m'avoir permis d'intervenir dans une si prestigieuse assistance. Effectivement, comme l'a dit Jean-Pierre, c'est un travail d'une équipe, je ne vais pas dire d'une petite équipe, ce serait un peu trop de modestie, mais d'une équipe de terrain dans un hôpital parisien qui a une filière d'addictologie. Alors, rappelez peut-être, ça a déjà été beaucoup présenté ici déjà hier, qu'est-ce que c'est que le trouble de personnalité borderline? D'abord, rappelez qu'un trouble de personnalité, c'est défini comme un pattern. Le mot n'est pas exact, il n'est pas très bien choisi, mais enfin, c'est un pattern de pensée, d'émotion, de comportement qui caractérise un individu, qui lui permettent de réagir à l'environnement et qui sont surtout, qui a un caractère stable au cours du temps et qui apparaît en général chez le jeune adulte. Et puis, qui se poursuit au cours des années. Donc, il y a des traits de personnalité, on va dire, physiologiques, que nous partageons pour la plupart d'entre nous dans cette salle, j'espère, et puis des troubles de personnalité avec des traits de personnalité dysfonctionnels, et en particulier, vous voyez là, dans les critères DSM-5 de la personnalité borderline, un certain nombre de traits, de manifestations
que vous connaissez sans doute. Et juste, je vais souligner l'impulsivité, qui est très importante à la fois pour le trouble de personnalité, mais aussi qu'on va retrouver dans les conduites addictives. L'instabilité affective, je remercie le professeur Serman d'avoir bien avancé ma communication de ce point de vue-là. Donc l'instabilité affective et les colères intenses et inappropriées qui font partie de la dysrégulation émotionnelle qui caractérise évidemment le trouble de personnalité borderline. Et puis aussi, je soulignerai les symptômes dissociatifs sévères qui surviennent dans cette pathologie en situation de stress. Et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, la dysrégulation émotionnelle, je vais peut-être... ça a déjà été présenté avec brio. Donc, c'est un critère, l'instabilité affective est un critère diagnostique du trouble de personnalité borderline, avec de façon intense de la dysphorie, de l'irritabilité, de l'anxiété. On sait que les affects négatifs sont aussi associés largement à l'usage de substances, et notamment, dans un certain nombre d'études, à des niveaux de craving élevés chez les consommateurs de différentes substances. Et le professeur Serman vient d'en parler, donc plusieurs études ont montré que chez des patients qui ont un trouble de personnalité borderline, il existe des anomalies du système opioïde qui lui-même est impliqué dans la régulation des émotions. Et donc, certains auteurs ont proposé que la fréquence élevée des addictions aux opiacés chez les patients borderline pouvait représenter une forme d'automédication par rapport à ce déficit en opioïdes. Et puis, les comportements impulsifs sont favorisés aussi par les aspects négatifs chez les sujets qui ont un dual diagnosis, trouble de personnalité borderline, trouble d'usage de substances. L'impulsivité, donc, est un trait commun aux troubles de personnalité borderline et aux troubles d'usage de substances. C'est aussi, donc, on l'a vu, un critère diagnostique de la personnalité borderline. Elle est associée en général à l'intensité des comportements addictifs. Et il faut savoir que l'impulsivité persiste comme trait caractéristique du comportement des sujets souffrant de troubles d'usage de substances, même après l'arrêt des consommations. Donc c'est un trait de personnalité qui est stable dans le temps. Et on remarque dans la littérature, les sujets qui ont la comorbidité borderline usage de substances ont souvent des niveaux d'impulsivité supérieurs à ceux qui n'ont qu'un seul des deux troubles. Et là encore, évidemment, une association positive a été montrée entre impulsivité et craving. Alors, la dissociation, pour changer un peu de champ conceptuel, on en a un peu parlé, notamment hier matin. Donc moi, je vais, pour préciser les choses par rapport à ce qu'a dit notamment Marc Auriacombe hier matin, moi je vais parler de la dissociation au sens de Pierre Janet. Vous connaissez aussi sans doute la dissociation au sens de Bleuler, qui caractérise la désorganisation psychique notamment des patients schizophrènes. Mais là, on va parler de la dissociation qui survient très souvent dans un contexte traumatique et qui a été définie donc dès 1889 par Pierre Janet. La dissociation est définie comme une rupture réversible de l'unité psychique, c'est-à-dire une déconnexion de fonctions qui sont normalement intégrées à tel point que vous n'avez évidemment pas conscience qu'elles sont intégrées, que sont la conscience, la mémoire, le sentiment d'identité, l'expérience émotionnelle, la perception du temps et de l'environnement. J'ai repris là les termes du DSM-5. D'autres vont insister sur le fait que la dissociation est comprise comme un état altéré ou fragmenté de conscience dans lequel l'expérience immédiate est compartimentée, et cette compartimentation peut empêcher l'intégration de l'information. La dissociation est très souvent considérée comme une réaction déclenchée lorsque la souffrance émotionnelle n'est plus supportable
notamment dans les situations traumatogènes. Et là, on peut faire référence notamment à la dissociation péritraumatique qui a été décrite chez les personnes qui vivent des expériences extrêmes telles que les catastrophes, les attentats. J'imagine que ce qui s'est passé récemment en Israël a occasionné beaucoup de ces réactions de dissociation péritraumatique. Donc, d'autant plus, pourquoi on parle de dissociation? Parce que d'autant plus que les troubles de personnalité borderline, les troubles d'usage de substances sont fréquemment associés à des antécédents traumatiques, notamment aux maltraitances de l'enfance, ainsi que souvent au stress post-traumatique. Le trouble de personnalité borderline est associé à des niveaux de dissociation plus élevés que la plupart des autres troubles psychiatriques, et certains auteurs formulent même l'hypothèse que les sujets ayant une comorbidité borderline usage de substances vont utiliser le produit ou les produits pour induire un état dissociatif, donc chimio-induit, face à des situations qui évoquent un traumatisme ancien ou pour gérer une détresse émotionnelle insupportable. Alors, justement, donc, le trouble de personnalité borderline, beaucoup d'études ont montré qu'il y avait des antécédents de traumatisme de l'enfance très fréquents. Je reprends juste cette méta-analyse, ça permet de voir d'un seul coup 97 études. Et donc, dans cette étude, les sujets borderline ont un risque relatif de près de 14 d'avoir des antécédents de maltraitance précoce par rapport à des sujets contrôle non cliniques. Donc c'est un risque relatif très important. Et quand on parle des maltraitances de l'enfance ou des traumas de l'enfance, on a l'habitude de dégager 5 catégories. Et vous voyez que pour le trouble de personnalité borderline, ce sont souvent les maltraitances émotionnelles, à savoir les violences émotionnelles ou les négligences émotionnelles, qui sont le plus souvent associées de façon importante aux troubles de personnalité borderline. Et notamment, là, dans cette étude, c'est bien entendu les violences émotionnelles qui sont en premier, avec un risque relatif de 38. Par contre, d'autres études ont montré que les violences sexuelles dans l'enfance étaient aussi un facteur de risque important, mais ce n'est pas ce qu'on retrouve dans cette méta-analyse. Alors, les traumatismes de l'enfance sont aussi associés à des troubles de la régulation des émotions. Dans le trouble de personnalité borderline, j'ai repris l'étude de Carvalho-Fernando, qui montre qu'il existe une association entre les expériences traumatiques de l'enfance, et notamment les violences et négligences émotionnelles, c'est ce qu'on voit sur le tableau de droite, et la dysrégulation émotionnelle, et en particulier, donc il y avait 3 groupes, des troubles de personnalité borderline, des patients dépressifs et des contrôles, et dans le groupe des patients borderline, la dysrégulation émotionnelle, en plus, va jouer un rôle dans l'association entre les maltraitances émotionnelles et les symptômes borderline. De même, nombreuses études, j'en ai ressorti une association importante entre les antécédents traumatiques de l'enfance et la dissociation. Donc c'est l'étude de Watson auprès de 139 patients borderline. Donc 70% de ces sujets ont des scores, là encore, de violence et de négligence émotionnelle pendant l'enfance, allant de modéré sévère à sévère extrême, et une corrélation significative est retrouvée entre les scores de violence émotionnelle, aussi les violences physiques et les négligences émotionnelles, et les scores de dissociation. Et ils ont séparé les sujets de l'étude entre hauts dissociateurs et bas dissociateurs, et donc la sévérité de ces expériences traumatiques de l'enfance est plus élevée en général chez les hauts dissociateurs. Donc un lien fort entre les traumatismes de l'enfance et la dissociation chez les borderline. Enfin, le lien avec l'alcool, on va passer rapidement, il est bien connu. Donc
J'ai repris notamment les chiffres de la NESARC 2, publiés par Tomco. Donc, dans la NESARC, vous savez, c'est une grande étude en population générale nord-américaine avec plusieurs vagues qui permet d'évaluer tout un ensemble de psychopathologies. Donc, 3% des femmes et 2,4% des hommes adultes aux États-Unis ont les critères diagnostiques de troubles de personnalité borderline sur la vie entière. Et du point de vue des comorbidités, ces sujets borderline ont 84,8% ont aussi un trouble anxieux, 82,7% ont un trouble de l'humeur et 78% ont un trouble d'usage de substances. Et par rapport à l'alcool, donc dans le tableau, voilà. De ce côté-ci, c'est la présence d'un trouble de personnalité borderline chez les sujets repérés comme ayant une dépendance. Pour l'alcool, c'est 16%. Et de l'autre côté, c'est la prévalence vie entière des addictions chez les sujets présentant un trouble de personnalité borderline. Et pour la dépendance à l'alcool, c'est 41,6%, ce qui est évidemment très important. Toujours la NESARC, mais là on a la troisième vague dans ce papier de Grant, qui montre que notamment le risque d'avoir un trouble de l'usage de l'alcool augmente avec le risque de sévérité d'avoir un trouble de l'usage de l'alcool sévère augmente avec l'intensité du trouble borderline. Et enfin, 2 études pour rappeler que dans la revue de Troul, qui fait une revue de 70 études, environ la moitié des sujets qui ont un trouble de personnalité borderline dans ces études ont aussi un trouble de l'usage de substances, le plus souvent un trouble de l'usage de l'alcool, et à l'inverse, chez les sujets qui ont un trouble de l'usage de substances, 25% remplissent les critères du trouble de personnalité borderline. Et je finirai avec l'étude de Hiss sur les 65 sujets avec un trouble de personnalité borderline, suivis sur 6 mois. 58,5% avaient un trouble de l'usage de substances comorbide. Et les sujets ayant cette comorbidité, ce dual diagnosis, ont des troubles de l'humeur plus intenses, plus d'impulsivité, une plus grande sévérité, en général des troubles psychiatriques. C'est ce qu'a déjà émis Maria Donald en 2005, qui présentait les conséquences de la co-occurrence des troubles mentaux et de l'usage de substances, en insistant sur le fait que chez les sujets qui ont cette co-occurrence, les symptômes psychiatriques sont plus sévères, il y a plus de chronicité, plus de rechute, moins de bonne compliance, pronostic aggravé, etc., etc. Donc, à partir de ça, à Corentin-Selton, on s'est posé la question. Donc, on a une filière d'addictologie avec une hospitalisation complète qui accueille des patients pour sevrage de substances, un hôpital de jour addictologique qui est adossé d'ailleurs à un hôpital de jour pour les troubles de personnalité borderline. Et donc, on voit passer effectivement pas mal dans la filière addictologie, pas mal de troubles de personnalité borderline. Et donc, on s'est posé la question, à partir de notre file active, de chercher, de mesurer, d'étudier chez des troubles de personnalité borderline la régulation émotionnelle, la dissociation, les symptomatologies anxio-dépressives et borderline, et l'existence d'antécédents de traumatisme infantile au sein d'un groupe de patients présentant un dual diagnosis borderline usage de l'alcool, et de les comparer avec d'autres sujets borderline qu'on supposait sans trouble de l'usage de l'alcool. Ok, cette étude visait aussi ensuite à analyser les relations entre ces différentes variables dans le groupe comorbidité. Donc,
en fonction de ce qu'on a vu de la littérature, on pensait que la première hypothèse était que les individus souffrant du trouble de personnalité borderline associé à l'alcool présenteraient plus de difficultés de régulation émotionnelle, plus d'états dissociatifs, plus de traumatisme infantile et des symptomatologies psychiatriques, à la fois borderline et anxio-dépressifs, plus intenses. Et la seconde était qu'on allait mettre en évidence des associations entre ces différentes variables dans le groupe comorbide. Donc, l'échantillon est composé de 71 patients qui émanent de nos différentes, de la filière addictologie, mais aussi pour les sujets contrôle souvent de l'hôpital de jour borderline. 61 femmes, 10 hommes, âge moyen 36,3 ans, et qui ont rempli donc un questionnaire socio-démographique et plusieurs instruments psychométriques. Je vais passer rapidement. Donc, on a évalué. Donc, ils remplissaient tous, a priori, les critères DSM-5. On a évalué l'intensité de la symptomatologie borderline avec la BSL-23. On a évalué l'intensité des conduites addictives avec le questionnaire de mesure de l'intensité des conduites addictives alcool. On a évalué l'anxiété et la dépression avec la HADS. On a évidemment évalué la difficulté de régulation des émotions avec la DERS. Oui, la DERS, dont a parlé le professeur Serman. On a évalué la dissociation avec l'échelle des expériences dissociatives, la DES. Et enfin, nous avons utilisé le Childhood Trauma Questionnaire pour les antécédents de traumatisme de l'enfance. Alors voilà déjà, donc, la première étape, c'est la comparaison des deux groupes. Et comme vous pouvez le constater, on n'a pas trouvé beaucoup de différences entre les deux groupes. Les seules différences significatives sont sur le contrôle de l'impulsivité, qui est une des sous-échelles de la DERS, et on a trouvé aussi une différence au niveau des antécédents de violence émotionnelle dans l'enfance. Alors, on reviendra là-dessus. Malheureusement, ça ne va pas dans le sens qu'on attendait, à savoir que c'est dans le groupe contrôle que les scores sont les plus élevés. Donc, comme on a considéré que finalement les deux groupes étaient largement comparables, on a reconstitué un nouveau groupe de patients borderline plus alcool en intégrant au groupe initial les patients du groupe contrôle qui avaient des scores significativement élevés à l'échelle d'intensité des conduites alcooliques. Donc on se retrouve avec un groupe de 45 patients, donc borderline et avec un trouble d'usage de l'alcool. Là, je vous présente les résultats des analyses de corrélation au sein de ce groupe. Donc, rapidement, la symptomatologie borderline corrèle fortement avec l'anxiété-dépression, avec la dysrégulation émotionnelle, aussi avec la dissociation. Et là, comme indice de dissociation, on a pris ce qu'on appelle le DES taxon, qui est une sous-échelle de la DES qui est un marqueur de la dissociation pathologique. Et aussi, donc, il y a une corrélation entre la symptomatologie borderline et le score global de trauma de l'enfance. Ensuite, l'anxiété-dépression corrèle avec la dysrégulation émotionnelle et avec la dissociation. Et la dysrégulation émotionnelle corrèle aussi avec la dissociation. Jusque-là, tout va bien. C'est une autre façon de présenter ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire les relations entre les différentes dimensions et notamment la corrélation avec la symptomatologie borderline. Ensuite, on est passé à des analyses de régression. Et donc, on a pris la régression linéaire univariée. Et donc là, ces analyses de régression ont montré que les principales dimensions, à savoir l'anxiété-dépression, la dysrégulation émotionnelle
la dissociation pathologique et les antécédents de traumatisme de l'enfant étaient tous prédicteurs de l'intensité de la symptomatologie borderline. Si on se réfère uniquement au traumatisme de l'enfance, la symptomatologie borderline est uniquement prédite par les violences physiques dans l'enfance et la négligence émotionnelle. La discussion, j'ai presque terminé. Donc, en fait, on n'a pas du tout vérifié nos hypothèses. Donc, nous n'avons pas vérifié l'hypothèse selon laquelle les sujets avec le dual diagnosis obtiendraient des scores plus élevés que les borderline isolés, si j'ose dire, dans les différentes variables étudiées, et en particulier dans les deux seules variables pour lesquelles nous retrouvons une différence significative entre nos deux groupes initiaux, c'est dans le groupe contrôle que les scores sont les plus élevés. Par contre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la plupart des scores réalisés dans les deux groupes pour les différentes variables montrent la sévérité des symptômes éprouvés par les patients borderline au sens large. Les associations entre les variables, donc on l'a dit, le score de symptomatologie borderline est fortement corrélé avec les autres variables, et donc le score de symptomatologie borderline est prédit par les symptômes anxio-dépressifs, la dysrégulation émotionnelle, la dissociation pathologique et certains traumas de l'enfance, mais nous ne retrouvons pas notamment, contrairement aux données de la littérature, que les violences émotionnelles dans notre échantillon prédisent la symptomatologie borderline. Par contre, donc on n'a pas non plus retrouvé de lien entre les traumas de l'enfance et notamment la dissociation pathologique. Donc je vais finir avec ce diagramme qui synthétise un petit peu ce qu'on a retrouvé. Donc, vous voyez que la symptomatologie borderline est influencée par les différentes variables, évidemment par toutes les composantes de l'échelle de dysrégulation émotionnelle. Et elle est influencée par la dissociation pathologique, elle est influencée par l'anxiété et la dépression, et elle est influencée aussi par les traumas de l'enfance, mais pas ceux qu'on attendait. Bon, ben, je laisse à votre sagacité le soin d'essayer d'expliquer pourquoi on est en dehors des clous de la littérature. Merci. Bien. Merci beaucoup, Patrice, pour ce travail français de recherche en pathologie duel. Ils ne sont pas si nombreux, il est bienvenu, et puis il était parfaitement complémentaire de l'exposé d'Ernst Sermon, et peut-être introductif, je crois, de celui de Maurice qui viendra tout à l'heure. Et maintenant, donc, Nestor va vous présenter le professeur Miguel Casas. Oui, je connais un peu le professeur Miguel Casas. Bon, alors, c'est un très grand plaisir, un bonheur et un honneur d'accueillir donc Miguel Casas. Miguel Casas, qui, en dehors qu'il soit un grand ami, est un pionnier dans beaucoup de domaines. Il nous a montré la voie. Je me souviens qu'il y a près de 40 ans déjà, dans les entretiens de Sitges, où il avait fait venir tous les grands de la science qu'on n'appelait pas addictologique, encore des neurosciences, et qui nous avait apporté un peu de lumière à une époque où l'idéologie un peu obscurantiste de la prise en charge des soins des toxicomanes manquait de lumière. Donc, Miguel Casas reste un pionnier et il s'intéresse particulièrement, peut-être on dira un mot des projets que nous avons ensemble pour la suite. Et donc, son sujet aujourd'hui est de traiter donc, des troubles neurodéveloppementaux dans leur dimension, dans leur impact sur le parcours scolaire, troubles neurodéveloppementaux responsables donc d'échecs scolaires et universitaires. Miguel Casas travaille beaucoup là-dessus
avec diverses universités de Catalogne. Et donc, Miguel, tu as la parole et tu parles dans ce que tu veux, puisque tout est traduit. Tu parles bien français, mais tu parles aussi espagnol, castillan et anglais. Alors, up to you. Merci bien, Jean-Pierre. On voit bien que tu es un bon ami. Oui, Arcaïs, merci. Et toute l'équipe pour me permettre de présenter troubles de neurodéveloppement, échec scolaire et usage de substances. Je vais essayer de parler français. Si ça ne marche pas, je tournerai à l'anglais. D'abord, il faut dire que ces titres et ces sujets, c'est difficile à présenter. Moi, j'espère que presque tout le monde qui est ici, vous croyez qu'il y a une liaison, qu'il y a une relation entre les troubles de neurodéveloppement, l'échec scolaire et l'usage des substances. Mais d'abord, on a un problème avec ces sujets. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé mentale qui ne croient pas qu'il y a troubles de neurodéveloppement. Par exemple, le monde psychoanalytique, il ne croit pas qu'il existe le TDAH. Bon, il existe, mais c'est une pathologie pharmaceutique de l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas une pathologie réelle. Non? Alors, il y a des professionnels de la santé mentale qui ne croient pas l'importance des troubles du neurodéveloppement pour la vie quotidienne. Mais aussi, on a un problème parce qu'il y a beaucoup d'enseignants et de professeurs qui ne croient pas que la médecine, la psychologie, la psychiatrie doivent entrer aux écoles. Il faut différencier. C'est le monde de la pédagogie, c'est le monde des enseignants. Mais dire qu'il y a des problèmes cérébraux qui influencent dans le rendement, dans le succès scolaire, alors ce n'est pas possible ça. Et finalement, nous avons un autre problème. Il y a beaucoup de professionnels d'intervenants dans les addictions qu'ils ne pensent jamais qu'il y a des problèmes cérébraux aussi, psychiatriques, qui peuvent prédisposer aux addictions. Alors, vous savez, il y a beaucoup de monde qui peut parler sur ça, mais ce monde s'est divisé. On n'est pas tout à fait d'accord. Bon, je vais vous présenter un grand projet de recherche qu'on a fait à Barcelone, en Espagne. Alors, ce seront des dates espagnoles, catalanes, qu'on l'a fait, on dit Capellal parce que c'est le village où on a commencé le projet. Entre le 2011 et le 2023, on a fait 14 000 élèves, alors c'est un nombre statistiquement suffisant et épuisant, élèves de 8 à 18 ans, la majorité de 6 à 18 ans, la majorité de 6 ans à 16 ans, dans l'école primaire et la secondaire. Ça c'est fait dans des grands hôpitaux catalans, l'hôpital del Vall d'Hebron, l'hôpital de Sant Joan de Déu et l'Université autonome de Barcelone, que c'est mon université. Ce que je vous vais parler, c'est tout publié par notre groupe. Ce sont les principaux articles, mais il y en a plus. Et tout ce que je vais vous dire, c'est publié. Alors, je ne vais pas inventer, mais ce que je ferai sera l'interprétation de nos résultats. Bon, quelle est la problématique scolaire en Espagne? Il est très grave, il est terrible. Si on suit ce qu'il dit l'OCDE en anglais, c'est l'année 21, et le ministère espagnol d'éducation, alors ce sont des dates qui sont vraiment acceptables. L'échec scolaire en Espagne, c'est entre les 16 et les 22%. Je ne sais pas quel est l'échec ici, à l'Aquitanie. La répétition des cours à l'Espagne, c'est entre les 8 et les 9%. Il ne faut pas répéter les cours. Mais en Espagne, presque 10% de la population font une répétition des cours. Et On dit redoublement. comment? On dit redoublement en français. Oui, bien.
Pour la répétition. Oui, oui. Et les jeunes, moi j'ai inventé néné, en espagnol on dit nini, ça veut dire je ne travaille pas, je ne étudie pas, je ne fais rien. Alors, je ne sais pas si on dit en français néné, mais je l'ai inventé parce que nini en espagnol, mais je ne savais pas si on pourrait dire nini en français. Mais alors, 20-22% sont des pourcentages oui, qui sont terrifiants, vraiment. Mais vous savez, quand on parle de pourcentage, on ne voit pas vraiment la réalité dramatique de la situation, mais quand on le met en numéro, ça change. Parce qu'en Espagne, il y a à peu près 6 millions d'étudiants de 6 à 16 ans. Si le gouvernement accepte qu'il y a un 16%, la chiffre plus basse, parce que c'était 16-22%. Si on prend seulement les 16%, vous voyez qu'en Espagne, nous avons presque 1 million. 1 million de gosses et 1 million de jeunes qui sont en risque d'échec. C'est un chiffre terrible. Bon, et ça, vraiment, ça sort chaque jour dans les journaux catalans, espagnols, avec nous considérons que c'est un grand problème. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour reverser cette situation. Alors, retournons à notre projet de recherche. Alors, je ne vais pas vous présenter graphique et numéros, je vais seulement interpréter ce qu'on a fait. Vous avez les articles, je peux vous faciliter les articles qui sont publiés, tous sont publiés en anglais, dans les magazines, dans le journal, avec facteurs d'impact. Alors, quand on parle d'échec scolaire, qu'est-ce qu'on pense habituellement? Et qu'est-ce qu'on dit dans les journaux, la télévision? Donc, ce sont des problèmes familiaux. Ce sont les parents qui ont été divorcés, parents qui ne savent pas élever, famille monoparentale, bon, oui. Ou bien ce sont problèmes des écoles, problèmes éducatifs. Les écoles sont très mauvaises, les curriculums des écoles ne sont pas adaptés, sont obsolètes, les professeurs ils sont vraiment brûlés, ils ne travaillent pas. Bon, on peut dire beaucoup de choses. Ou bien problème économique, c'est la banlieue. Hein, tous les problèmes, c'est la banlieue. Ou bien problème culturel, c'est l'immigration, c'est la religion, et on peut suivre comme ça. Bon, mais sûrement, ce sont des facteurs importants. Mais quand on applique les statistiques, c'est la mère de la science, la statistique, ce qu'on voit, c'est que la grande majorité d'élèves ayant ces problèmes réussissent bien à l'école. Ce n'est pas vrai que tout le monde qui est à la banlieue ou qui a les parents divorcés, ils vont mal à l'école. Ce n'est pas comme ça. Parce que si c'était comme ça, alors il y aurait beaucoup plus d'élèves, d'étudiants en échec. Ce ne sont pas des facteurs causaux, ce sont des facteurs qui expliquent une portion du problème, mais ce ne sont pas vraiment des facteurs causaux, parce que, je répète, s'ils étaient causaux, il y aurait beaucoup plus d'échecs dans nos écoles. Alors, si ces facteurs ne sont pas les facteurs capitaux, quels sont les facteurs capitaux? Bon, alors, il faut nous demander, il faut demander à nos classifications psychiatriques, psychologiques, et voir qu'est-ce qui peut passer dans un enfant ou un jeune homme avec un quotient intellectuel dans la normalité. Surtout, presque tous nos enfants ils ont un quotient intellectuel dans la normalité. Qu'est-ce qui peut se passer dans les cerveaux, dans la personnalité de cet enfant ou de cet adolescent pour qu'en bonne santé physique, en santé mentale normale, avec un quotient intellectuel, qu'est-ce qui peut passer pour qu'il développe un échec, qu'il développe un problème écolier. Alors, il n'y a pas de schizophrénie en enfance. Quelqu'un dit qu'il y a un problème bipolaire, mais l'enfance, surtout,
il est vraiment libre des grands problèmes psychiatriques. Alors, quand on demande notre classification, le CM5, l'unique qui peut expliquer ce qui se passe à ces enfants avec un quotient intellectuel dans la normalité, en bonne santé, qui vont à l'école, c'est qu'ils souffrent de troubles de développement. Vous pouvez chercher, on n'a pas d'autre explication, petite explication, mais pour la majorité, c'est l'unique explication. Vraiment, les troubles de neurodéveloppement influencent tous les autres facteurs. On sait bien que quand une famille, quand un couple a des fils avec problèmes du neurodéveloppement, TDAH ou une dyslexie, tout ça, la famille souffre et les parents sont en discussion. Et quelquefois, c'est un facteur de divorce. On sait bien tout ça. Et on sait bien qu'avoir un enseignant qui a dans sa classe 2, 3, 5 élèves avec problème de neurodéveloppement, finalement, il reste brûlé, il reste vraiment un problème. Il y a une grande influence. Mais ce qui est causal, ce sont les troubles de neurodéveloppement. Vous pouvez vous souvenir que ce sont des dysfonctions de base psychobiologique qui font interférence sur tous les processus d'apprentissage. Ce sont des problèmes qui ont suivi notre évolution depuis la préhistoire, depuis que nous sommes personnes, avec une très grande prévalence. Vous voyez qu'à l'enfance, entre les 18 et 22% des enfants ont ces problèmes, et les adultes, entre les 12 et 15%. Et mettons encore un numéro, ça veut dire qu'un de chaque 5 enfants a ces problèmes. Alors, il faut demander aux écoles. On demande aux écoles à la Catalogne, à l'Espagne, mais on n'a pas de réponse. Est-ce que vous avez identifié ces enfants à votre école? Parce qu'ils sont là. Ils sont là, à la Finlandie, à l'Australie, au Canada, ici, à l'Aquitanie et à la Catalogne. Est-ce que vous les avez identifiés? La réponse est toujours non. On a quelques-uns. Et on a seulement ceux qui sont vraiment très graves, ceux qui sont vraiment disruptifs. Mais pour la majorité, ceux qui ont problème d'attention, concentration, abstraction, dyslexie, dyscalculie, mais ils ne gênent pas les professeurs, ils ne gênent pas les autres copains, on ne les identifie pas. Alors, 1 sur 5 enfants, 1 sur 8 adultes. Dans ces congrès, nous avons déjà, c'est un nombre suffisant de participants pour voir qu'un de chaque 8 de nous, nous avons ces problèmes. C'est une mauvaise notice, mais il faut savoir aussi qu'ils sont hautement réversibles s'ils sont diagnostiqués, traités pendant la scolarité obligatoire. Si on identifie ces enfants entre les 6 et les 16 ans, on peut faire un bon diagnostic et un très bon traitement. Bon, quels sont ces troubles? Bon, ce sont les troubles de l'apprentissage, dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, etc. Les fameux TDAH, que je dis qu'il y a plusieurs professionnels de la santé mentale qui disent que ça n'existe pas. Tous les troubles de spectre de l'autisme, tous les troubles de la communication. Bon, ça, ce sont des facteurs qui influencent vraiment les rendements scolaires, mais ils font d'autres choses. Ce sont des facteurs de vulnérabilité individuelle. Qu'est-ce qui veut dire facteurs de vulnérabilité individuelle? Ce sont les facteurs qui font qu'un petit groupe de personnes, un petit groupe de population, ait un problème quand la grande majorité de la population ne le sont pas. La France et l'Espagne, nous sommes des pays vitivinicoles, mais il y a 10-15% de personnes qui ont des problèmes d'alcool. Ça, c'est une vulnérabilité individuelle. Parce que la plupart, 80%, 90%, nous pouvons boire de l'alcool sans problème.
faut avoir mesure, mais sans problème. Alors, la vulnérabilité individuelle, c'est qu'il y a 10-15% de population dans la Catalogne, dans l'Aquitanie, qui ne peuvent pas jouer, on dit jouer, avec l'alcool. Facteurs de vulnérabilité individuelle. Alors, quels sont les facteurs de vulnérabilité individuelle qui donnent les troubles de neurodéveloppement? Bon, vous pouvez bien vous imaginer que un gosse, un enfant avec ces problèmes, il écoute chaque jour, pourquoi tu n'étudies pas? Pourquoi? Vois ton cousin, vois ton frère. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Nous faisons un grand effort pour te donner un bon enseignement. Tu n'iras pas à l'université, tu ne seras jamais rien dans la vie. Et ça, chaque jour, pendant 10 années, 6 ans, chaque jour, les week-ends aussi, et les vacances encore plus. Parce que les vacances, il faut qu'il étudie parce qu'il ne va pas. Et après, on dit, bon, on ne te laisse pas voir la TV, on ne te laisse pas les téléphones, les mobiles. Et comme ça, on entre dans un cercle vicieux on ne va pas nous mettre en prison pour faire ça, mais c'est un maltraitement, c'est un abus. On abuse, c'est un maltraitement de ces gosses parce qu'ils ne peuvent rien faire. Ils essaient de retourner, de revertir ces problèmes, mais ils ne peuvent pas, sans aide. Et les familles et les enseignants, la plusieurs des fois, ne connaissent pas les problèmes. Facteurs de vulnérabilité individuelle. Alors, si pendant 10 années, ces jeunes gens écoutent chaque jour, tu ne seras rien, tu es inutile, regarde ton frère ou ton cousin, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pour ça qu'apparaissent 2 flèches, dérégulation émotionnelle, parce que si je vous dis chaque jour, vous êtes bête, vous êtes imbécile, vous ne serez rien, alors, après quelques années, vous avez dérégulation émotionnelle. Cette dérégulation émotionnelle, c'est la conséquence. Ce n'est pas une nouvelle entité pathologique, psychopathologique. C'est la conséquence. Et après, de la conséquence, il y a l'usage d'alcool et cannabis. C'est une réaction. Quand ils sont adolescents. Cette réaction se complique avec les troubles de l'usage de l'alcool et du cannabis. C'est une évolution. Et finalement, on entre dans les problèmes des addictions. Et l'addiction plus fréquente, c'est avec les problèmes, les troubles de neurodéveloppement, c'est l'addiction aux psychostimulants, l'ecstasy, les amphétamines ou la cocaïne. Ici, il faut se souvenir de ce qu'a dit déjà le professeur Nestor Serman, que ces conduites sont d'automédication. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ce qu'il disait Edward Kanzian. Edward Kanzian is a professor of psychoanalysis, de psychanalyse à Harvard, mais dans les années 80-90, il a postulé que beaucoup de problèmes en psychiatrie et en addiction se sont dus à que les problèmes psychiatriques forcent l'automédication quand les psychologues, les psychiatres ne peuvent pas trouver une thérapeutique effective. Alors les malades trouvent les drogues. Les drogues sont plusieurs fois sont traitement active sur les pathologies mentales. L'héroïne, c'est très bon antipsychotique. La cocaïne, c'est très bon antidépresseur, etc. Et ces jeunes gens arrivent à faire une addiction à ces substances. Ça, c'est l'hypothèse de l'automédication, que c'est une des bases de la pathologie duelle qu'on parle ici dans ce congrès. Bon, alors, il faut dire, on parle de troubles. Ce sont des troubles, vraiment, troubles aux dysfonctions, parce que c'est important pour les parents, pour les enseignants, pour les professeurs, et même pour les gosses, pour les malades, pour les jeunes gens.
n'est pas étiqueté comme malade. Le trouble, c'est une maladie, finalement, oui, merci. Le trouble, c'est une maladie. La dysfonction, bon, on peut dire que c'est aussi une maladie, mais la dysfonction, ça signifie que c'est réversible. On peut la révertir. Alors, les troubles de neurodéveloppement qui sont troubles, ce sont seulement la discapacité intellectuelle, un quotient intellectuel au-dessus de 70, et l'autisme sévère. Tout le reste, il faut dire dysfonction. Oh oui, le DSM-5, il dit trouble, bien sûr, mais la prochaine fois, il dira dysfonction. On ne peut pas suivre avec les troubles, ce sont dysfonctions. Parce que, bon, cette dysfonction, si on les identifie, si on les diagnostique et on les traite, ils peuvent donner des gens très brillants. Ils peuvent donner de grands artistes, de grands sportistes. Si on pourrait parler une heure sur ça, on aurait beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples de la réussite sociale, économique de beaucoup de ces gens-là. Et voilà quelques exemples. Edison, Walt Disney, Agatha Christie. Ils avaient troubles de neurodéveloppement. Il faut mieux dire dysfonction. On ne peut pas dire qu'ils étaient malades. Ou bien John Lennon, Beatles, Tom Cruise, Bill Gates, one of the plus riches personnes du monde. Non? Ils ont des troubles de neurodéveloppement. Bon, c'est mieux dire dysfonction. Alors, en retournant au projet que nous avons fait à Barcelone, à la Catalogne, avec 14 000 élèves, et je suis en train de finir, on a fait dizaines d'écoles, écoles avec des possibilités économiques des parents très bonnes, écoles avec possibilités économiques des parents très basses, écoles religieuses. On a fait dizaines pour avoir 14 000 étudiants. Et je vais vous présenter les résultats, terribles résultats. Le centre public catalan diagnostique seulement 1 ou 2 écoliers sur 10 qu'ils en ont besoin. Souvenez-vous qu'il y avait presque un million en Espagne d'élèves qui avaient des problèmes de neurodéveloppement. Seulement 1 ou 2 de ces millions d'élèves sont diagnostiqués. Dans les centres privés, il y a un peu plus de diagnostics. On ne sait pas vraiment à la Catalogne si c'est parce qu'ils font mieux son boulot, ou bien ils cherchent les identifier pour les enlever, parce qu'ils veulent que les collèges privés vont avoir un très bon succès. Alors, on ne sait pas. Quelqu'un, il travaille bien. Quelques autres, ce sont les plus supérieurs. Ils cherchent pour les on dit centrifuger, pour les demander de quitter l'école. Qu'est-ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe, dont la majorité sont diagnostiqués, parce que c'est la pédiatrie qui commence, après la psychologie, la psychiatrie. C'est différent. C'est différent. Alors, notre conclusion, c'est que la principale cause de l'échec scolaire en Espagne est le manque de diagnostic et de traitement des troubles de neurodéveloppement chez les enfants et les jeunes. Et ça a une terrible influence sur les écoles, oui, sur les parents, oui, sur l'économie, oui, sur la banlieue, oui. Mais la cause principale, c'est que nous ne faisons pas suffisamment de diagnostic et de traitement. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire dans les cycles éducatifs? Bon, on pourrait dire, on va faire le diagnostic dans les préscolaires. C'est bien difficile. Il y aurait trop de vrais positifs et fausses positifs. Ce que nous faisons, c'est commencer quand on a 6 ans, c'est à l'école primaire. Je ne sais pas si on dit primaire. Parce que là, on voit déjà les dysfonctions, on va rendement scolaire. Si on ne fait pas ici, alors on peut le faire, bien sûr, à la secondaire. Mais à la secondaire, nous avons un problème. Parce qu'il y a déjà, avec les mauvais résultats, il y a un décrochage scolaire, il y a bullying, il
il y a usage de l'alcool et cannabis, il y a grossesse non désirée, il y a accident de trafic. Ces élèves ont 2-3 fois plus possibilité de mourir par accident que la population normale. Ce n'est pas nous qui le disons ça, c'est dans les Lancet, au New England Journal of Medicine, ce sont des dates. Il y a des agressivités, violences, mais encore on peut travailler ici, mais si on ne travaille pas ici, alors qu'est-ce qui se passe à l'adulte? À l'adulte, la psychiatrie de l'adulte ne connaît pas ces problèmes, alors on change le diagnostic et on dit les troubles limites de la personnalité, borderline personality disorder, qu'on a déjà parlé, ou bien les problèmes antisociaux de la personnalité. Un terrible problème par ces jeunes gens. Et ça va nous donner addiction. Alors, pour éviter les addictions, pathologies duales, nous sommes ici pour ça, il faut faire de bons diagnostics et de bons traitements à l'éducation primaire et secondaire. J'ai fait seulement une minute, et tu seras content de voir. Nous avons maintenant, on est en train d'initier, de commencer un très bon projet avec des troubles de neurodéveloppement et abandonnement universitaire. Et aussi, on fait ça avec BISIA, la Généralité de Catalogne, et une fondation catalane. Pourquoi? Parce que le ministère espagnol, le ministère d'université espagnol, dit que le 32%, je vais répéter, 32%, un tiers, des élèves universitaires ne finissent pas les études universitaires. Et les 21% de ces 32%, les 21% ne passent pas le premier cours. Alors c'est terrible. C'est terrible dans l'enseignement primaire, c'est terrible dans l'enseignement secondaire, c'est terrible à l'université. Bon, dans l'université de Pau et des pays de l'Ado, votre université, l'université de Gironde, nous sommes en train de commencer, j'espère, un grand projet. Et si on m'invite l'année prochaine l'autre, on aura déjà des résultats. Merci bien. Ouais. Merci beaucoup, Mickaël. C'est un crève-cœur de devoir limiter ton temps de parole. On t'écouterait des heures. Et puis, merci pour ton français avec un petit accent de Salvador Dali. Ça appelle beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. En tout cas, c'est mobilisant. Et si on a un petit peu de temps, bien sûr, tu seras criblé de questions, probablement. Donc maintenant, c'est Maurice de Mathéis, que tout le monde connaît ici, mais bon, qui est donc professeur à Grenoble, de neurologie et de pharmacologie, c'est ça? Pharmacologie et addictologie. De pharmacologie et d'addictologie, ouais. Et qui vient de la neurologie initialement. Mais bon, qui est aussi un des Français qui s'est intéressé très tôt aux pathologies duelles et qui donc va nous éclairer sur une problématique qui est aussi fréquemment négligée alors qu'elle est très fréquemment rencontrée. Et donc, tu nous éclaires. Merci Jean-Pierre, bonjour tout le monde. Vous voyez, ma régulation émotionnelle va bien, j'ai pu finir dans les temps. Alors, on va voir ensemble justement la problématique du trouble du spectre autistique, à la fois sur le plan diagnostique, thérapeutique et pronostic. Mais avant, voilà, c'est mes liens d'intérêt. Une petite question à l'auditoire, chacun son tour, à propos du trouble du spectre autistique, en termes de connaissances diagnostiques et ou thérapeutiques. Vous sentez-vous pas du tout confortable? Allez, on vote à main levée. Tout le monde, hein, même l'auditoire et les orateurs. Un peu confortable, plutôt confortable et très confortable. Ah, ben, vous n'êtes pas nombreux, hein. Donc ça ne sera pas du luxe si finalement on en discute aujourd'hui. Donc c'est très important. Alors, effectivement, ce n'est pas très étonnant parce que finalement, dans notre formation, le trouble du spectre autistique, on en parle peu ou pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que ça a beaucoup bougé. Alors, entre les descriptions historiques et puis, vous voyez, effectivement, une véritable mobilisation dans la caractérisation, la connaissance, l'évolution des termes même et de ce que ça sous-tend, on voit bien que ça a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a un papier, vous voyez, publié dans Nature en 2020 qui reprend effectivement tout l'historique.
Et on voit aussi les différentes causes qui peuvent sous-tendre effectivement les troubles du spectre autistique qu'on va voir qui sont très larges. Et ce qui est intéressant, c'est que si dans ce papier de Nature, ils ont un peu oublié l'alcool, on le retrouve par contre effectivement ici, parmi les causes, effectivement, donc, qui peuvent contribuer dans l'expression clinique sous la forme de troubles neurodéveloppementaux et notamment de troubles du spectre autistique. Après, effectivement, il y a d'autres choses. Vous voyez, il y a toutes les souffrances donc, à la naissance, prénatale et à la naissance, qui vont contribuer effectivement à ces altérations du neurodéveloppement, bien entendu. Alors, ce qui rend aussi la complexité, en effet, dans l'expression clinique, c'est le fait qu'on puisse avoir différentes combinaisons, différentes expressions, avec là aussi différentes expressions en fonction du temps. Et ça contribue au fait que finalement, eh bien, on ne va pas forcément faire le diagnostic tout de suite, on va voir pourquoi. Là, vous voyez, par exemple, chez les enfants, on va voir en fonction donc, des différentes caractérisation justement des altérations qui se mettent en place. On verra la fréquence importante de l'anxiété, du TDAH, de certaines phobies, des troubles positionnels. Et puis, vous voyez que donc, chez l'âge adulte, on va voir aussi une modification de l'expression. Et vous allez voir aussi qu'entre l'homme et la femme, il va y avoir encore des différences qui contribuent effectivement à complexifier le diagnostic. En effet, on vous parle de troubles neurodéveloppementaux qui est en fait un gros ensemble. Et pourquoi moi je vous en parle? Tout simplement parce qu'en fait ça a été un vrai challenge pour nous sur le plan clinique. Je vous dis très, très humblement. Effectivement, pendant longtemps, on voyait beaucoup de troubles de la personnalité. Aujourd'hui, on voit surtout beaucoup de troubles neurodéveloppementaux. Parce que finalement, dans la logique des choses, les troubles neurodéveloppementaux précèdent tout le reste. C'est bien effectivement donc les choses qui vont apparaître dans la construction de l'individu, les éléments de personnalité arrivant après en fonction des événements de vie, et ça va donner des couleurs supplémentaires, bien entendu, dans les différents éléments de fonctionnement de l'individu. Et aujourd'hui, eh bien, on recherche surtout les troubles neurodéveloppementaux et finalement, après, on va rechercher les éléments de personnalité supplémentaires qui vont apporter des caractéristiques différentes en fonction des patients. Ça, c'est quand même intéressant. Et vous voyez que dans ces troubles neurodéveloppementaux, le TDAH, dont on parle beaucoup, le TSA, les 10 qui ont été présentés par Miguel Casas, que ce soit dyslexie, dyspraxie, dysphagie, etc. On s'aperçoit que ça représente une grosse partie de la population aujourd'hui. C'est au moins 5% de la population. Vous voyez, le TDAH, on dit 5% des enfants, 2,5% des adultes. Le TSA, eh bien, en fait, ça va de 0,6 à 2% de la population générale. On considère qu'il y a 700 000 personnes avec un TSA en France, dont 100 000 qui ont moins de 20 ans. Donc, c'est fréquent et vraisemblablement sous-estimé. 8 000 autistes naissent tous les ans, et on verra que ce n'est pas l'autiste forcément de manière caricaturale comme on l'imagine. Vous allez voir effectivement qu'on a une diversité extrêmement importante, avec une prédominance effectivement chez les garçons par rapport aux filles, et puis effectivement c'est plurifactoriel, y compris des causes génétiques, dont le syndrome du X fragile, la trisomie, d'autres pathologies donc neurologiques associées. Finalement, d'être neurologue, c'est un peu utile, vous voyez, Jean-Pierre. Et la prévalence des TND, elle est en constante augmentation. Alors, ça questionne, bien entendu, il va y avoir certains départements, c'est multiplié par 3. On voit la Haute-Savoie, par exemple, ça a multiplié par 3 la prévalence. Alors, ça questionne, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a peut-être des éléments environnementaux qui peuvent contribuer, mais il y a aussi des éléments de critères diagnostiques. Aujourd'hui, on les repère beaucoup plus, des diagnostics plus précoces et plus précis. Et comme elle a été dit par Miguel Casas, l'importance du diagnostic précoce, du repérage, pour pouvoir proposer un accompagnement pour justement permettre à nos jeunes de pouvoir développer des stratégies adaptatives en adéquation avec leur environnement, car vous allez voir que ça c'est déterminant. Faute de leur apporter ces solutions, le produit va être une solution. On va le voir, ça c'est très important. Effectivement, si on regarde stricto sensu en termes de définition, selon y compris le DSM, le TSA se manifeste par des signes dans 2 grandes dimensions, les interactions sociales, la communication, et les comportements et les intérêts. Effectivement, il faut avoir les 3 altérations effectivement, dans cette première partie, difficulté à développer, maintenir, à comprendre les relations sociales. Mais ça peut être tout simplement des relations complètement inappropriées, puisque finalement, en termes de théorie de l'esprit, dans la compréhension du fonctionnement de l'autre, eh bien, ils n'ont pas les codes, justement. Ils sont, on verra, dans des référentiels très différents, déficit dans la communication non verbale, dans la réciprocité sociale ou émotionnelle, et puis on va avoir des éléments de comportement répétitif, des stéréotypies, que ce soit dans les mouvements, dans les langages répétés, vous voyez,
une intolérance au changement. Ils sont très ancrés dans des routines, dans des habitudes, avec, vous voyez, une adhésion inflexible à des routines. Il faut avoir au moins 2 de ces 4 critères. Un intérêt restreint, on verra, ça peut être parfois très étonnant. Et puis, une altération sur le plan sensoriel, on verra parmi les 5 sens, qui peut être soit une hypo, soit une hyperréactivité. Ça, c'est extrêmement intéressant, donc à rechercher aussi chez nos patients, vous allez voir pourquoi. Alors, évidemment, quand on repère un certain nombre de symptômes, puisqu'on va voir qu'il y a des dimensions communes avec ce qui a été décrit, que ce soit le TDAH ou que ce soit le trouble de la personnalité, chose importante, les signes sont présents dès la toute petite enfance. Mais ils ne vont pas s'exprimer tout de suite, forcément. Ça, c'est important, c'est comme pour le TDAH, lorsqu'on parle du TDAH d'apparition tardive. Non, c'est un TDAH d'expression tardive, puisque c'est un trouble neurodéveloppemental. Et c'est pareil pour le TSA. Vous voyez, il n'est pas nécessairement manifeste. Tant que le challenge social ne dépasse pas les capacités d'adaptation de l'individu. Ça, c'est très important, et ça va contribuer effectivement à des diagnostics tardifs. Voilà. Donc, si ça apparaît plus tardivement, ce n'est pas un TSA. Donc, à moins qu'on soit passé à côté, et vous verrez donc l'atelier de cet après-midi, toute l'importance effectivement de l'évaluation, et lorsqu'on reprend les bilans, il y avait quand même des choses qui effectivement étaient présentes. Alors, le diagnostic, il est posé aussi s'il y a un retentissement en termes de fonctionnement sur l'individu, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une pathologie psychiatrique, c'est un trouble développemental, effectivement, et finalement, comme ça a été montré par Miguel, il y a plein de personnes qui ont un trouble du spectre autistique, et ça va bien. Voilà. Donc, pour autant, on n'est pas forcément en difficulté si finalement on compense. Car effectivement, vous allez voir que beaucoup d'éléments qui contribuent à la difficulté diagnostique, ce sont les stratégies de compensation et les stratégies de camouflage. Ça, c'est très important. Alors, on a des patients d'ailleurs qui vont avoir des désirs mimétiques, c'est-à-dire ils vont faire ce que font les autres ou vouloir ce que font les autres. Ils sont très souvent désorientés par les changements, ce qu'on décrivait, et puis des comportements répétitifs qui peuvent s'exprimer uniquement sur certains registres, par exemple les aliments, manger toujours la même chose, regarder toujours la même chose en termes de vidéos. Et puis, donc, des centres d'intérêt parfois très étranges, on voit bien qu'ils vont démonter des choses, ils vont s'intéresser à des choses qui nous paraissent un peu étonnantes. Et puis, ce que je vous disais, vous voyez des symptômes liés aux 5 sens, une hyper ou une hyporéactivité, à l'odeur, au froid, à la douleur. On a des patients qui ont des troubles d'usage de l'opiacé qui nous sont adressés dans le cas de douleurs chroniques, et en fait, ce sont des TSA. Ça, c'est très important à aller rechercher, effectivement, donc cette problématique sous-jacente, parce qu'ils ont une hyperactivité, alors étiqueté, fibromyalgie, tout ce que vous voulez, et avec des patients qui se retrouvent avec des listes comme ça d'opioïdes, bien entendu, et c'est totalement inapproprié. Alors, fréquemment, il y a d'autres troubles associés, et ça, c'est important donc, de l'avoir en tête, parce que finalement, ça va contribuer à enrichir le tableau clinique. Et n'oubliez pas qu'en addictologie, plus on court après les symptômes, moins on les attrape. Donc, à un moment donné, il faut avoir une vision très globale, justement, il faut se mettre au-dessus de la mêlée. On va voir effectivement l'image qu'on en a très souvent caricaturale et inappropriée, c'est l'autiste avec le déficit intellectuel. Ce n'est qu'un tiers des autistes finalement. On a aussi les autistes de haut niveau, bien entendu. On a carrément les génies, donc autistes. Et donc certains ont des capacités, vous voyez, très spécialisées, que ce soit dans le calcul ou l'oreille absolue, mais c'est rare et ça n'appartient pas à critères diagnostiques. Par contre, une chose importante qui va contribuer aux erreurs diagnostiques ou à des confusions, c'est qu'on peut avoir des altérations de fonction cognitive, dont le trouble attentionnel, sans qu'il soit lié forcément à un trouble de déficit de l'attention. On va voir pourquoi. Et puis, il peut y avoir effectivement d'autres altérations au niveau du sommeil, l'épilepsie dans 20% des cas, déficit visuel auditif et les troubles gastro-intestinaux. Quand on regarde, vous voyez, toutes les comorbidités, ça en fait beaucoup, donc ça c'est intéressant parce que ça contribue à enrichir les tableaux cliniques et à entraîner finalement des confusions. Mais vous voyez très clairement que la pathologie psychiatrique est très présente, en plus effectivement des éléments donc, somatiques, et effectivement vous allez voir qu'on considère que 80% effectivement des enfants autistes, y compris d'ailleurs chez l'adulte, vont avoir des comorbidités psychiatriques. Le TDAH ici apparaît excessivement élevé, on verra, parce qu'il y a vraiment une confusion dans les caractéristiques, dans la caractérisation, y compris pour les troubles de la personnalité. On va voir ça un instant. Bien entendu, des symptômes très fréquents que les dépressions et l'anxiété, et puis on va avoir aussi d'autres aspects comme troubles bipolaires, schizophrénie. Nous, dans notre population de patients, c'est surtout TDAH et TSA, troubles de personnalité avec des symptômes anxio-dépressifs, et on va voir des psychotraumas. Et effectivement, quand on regarde la littérature, on voit qu'il y a des overlaps, justement, donc il y a des dimensions communes qui peuvent contribuer à
rendre plus complexe effectivement le tableau clinique. Et c'est vrai, effectivement, avec le TDAH, il y a une très bonne revue de la littérature, vous voyez, récente, concernant de quoi parle-t-on entre troubles du spectre autistique et TDAH. Et vraisemblablement, ce sont des formes plus sévères de TSA, avec une atteinte attentionnelle qui est liée notamment aux difficultés dans la gestion des très nombreux stimulés qu'ils ont à gérer, car effectivement, vous allez voir que les patients TSA ont une difficulté, c'est faire le tri avec toutes les informations de l'environnement qu'ils ont du mal à gérer. Et donc forcément, c'est compliqué. Quand on regarde, vous voyez, cette revue de la littérature qui montre le trouble de la personnalité et le trouble du spectre autistique, vous voyez qu'il y a bien des dimensions communes, dont la dérégulation émotionnelle, dont, vous voyez, donc les automutilations, etc. Les troubles, vous voyez, en termes de théorie de l'esprit, et vous voyez, donc ça peut effectivement entraîner une certaine confusion, finalement, entre les deux pathologies. Je peux vous en montrer d'autres, bien entendu. Entre le TDAH et l'autisme, vous voyez qu'il y a bien des dimensions communes et puis après des spécificités qui vont permettre justement de rectifier le tir. Mais alors, quand on a le mélange des trois, vous voyez que ça devient compliqué, puisqu'on va se retrouver avec des choses sur le plan clinique qui relèvent d'une vraie chimère, comme on l'évoquait hier dans le cas clinique. Et c'est là où il est important d'avoir non plus une dimension catégorielle, mais dimensionnelle, fonctionnelle, comme on va le voir dans un instant. Donc, il peut y avoir d'autres aspects, le syndrome de stress post-traumatique, les troubles du comportement alimentaire, et il y a de très beaux papiers qui montrent les dysphories de genre, aujourd'hui, qui sont associées aux troubles du spectre autistique. Ça, c'est important parce que finalement, on a des patients finalement, qui étaient dans une difficulté identitaire et finalement qui ont une problématique autistique, et quand finalement on revoit tout ça avec eux, ça peut faire changer les trajectoires. Donc ça, c'est important effectivement de pouvoir les repérer. Alors, les addictions, eh bien, vous voyez que les addictions, aujourd'hui, c'est assez récent, finalement, qu'il y a une prise de conscience de la problématique addictive dans le trouble du spectre autistique, et c'est notamment nos collègues hollandais qui s'en sont préoccupés, qui ont fait plusieurs papiers dans le domaine, et aujourd'hui, véritablement des préoccupations, y compris chez les enfants, parce qu'on s'aperçoit que c'est fréquent. Et effectivement, vous voyez qu'il y a un papier dans Lancet assez récent qui montre que les patients autistes, finalement, eh bien, ils ne vont pas forcément déclarer leur consommation. Ils consomment moins les déclarations que les autres, alors que, vous voyez, ils auront 9 fois plus de chances de consommer des produits pour gérer leur comportement, 3 fois plus pour gérer leurs difficultés sur le plan mental et 4 fois plus pour gérer les vulnérabilités. Et vous voyez, dans ce papier, il décrit bien, on est bien dans des stratégies de coping, des stratégies d'autorégulation, de gestion, effectivement, des difficultés sous-jacentes. Et qu'en est-il des addictions sans produit? Alors, s'il y a une revue qui n'arrive pas à conclure, il y a quand même bien effectivement des choses qui apparaissent aujourd'hui et qui sont assez logiques, puisque vous avez compris que les patients autistes sont dans des comportements très répétés, donc sont dans des routines, et finalement, si ces routines s'adressent à des comportements addictifs, eh bien, ça va favoriser effectivement l'entrée dans l'addiction. Les écrans, un grand classique. Et effectivement, on voit bien donc l'addiction à Internet. On voit bien d'ailleurs que quand c'est le TSA seul, c'est 11%. TDAH, plus de 12%, et quand il y a les deux, on est à 20%. Donc la comorbidité, la double pathologie finalement, va favoriser effectivement l'accrochage. On va avoir effectivement la potentialisation des deux problématiques associées. Ça, c'est important parce que, alors, on en discute parfois avec ma collègue Lucie Penel, parce qu'il y a encore quelques années, on se disait, finalement, on pensait que le trouble du spectre autistique était un élément protecteur. Vous voyez, c'était dans ce papier qui était écrit, protecteur par rapport aux addictions, parce qu'il y avait certaines dimensions qui laissaient penser que finalement, ils n'avaient pas consommé. Pas du tout. Alors, on s'est complètement trompé. Aujourd'hui, on sait c'est même 36%, et même, on dirait même un patient sur deux, finalement, donc développerait des addictions. Donc aujourd'hui, c'est véritablement un facteur de risque aux consommations, et ça, c'est important d'y penser. Il y a des explications biologiques, puisqu'on retrouve, vous voyez, dans le fonctionnement autistique, eh bien, l'implication du système triatal et des neurotransmissions associées qui favorisent la répétition des comportements, les stéréotypies. Et donc, c'est bien celle qu'on a bien avec le circuit de la récompense qui favorise effectivement la répétition des comportements. Donc, il y a bien des similitudes, on va dire, de neurobiologie entre les deux. Et ce n'est pas tout. Il y a tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la grande fréquence de l'anxiété, de la dysrégulation émotionnelle et des comorbidités associées.
Ce qu'on disait, donc les comportements répétés, l'impulsivité, qui est une des dimensions qu'on a déjà vues à plusieurs reprises, qui favorise, le trouble attentionnel, notamment favorisé par la surcharge sensorielle, la surstimulation, et puis toutes les stratégies de masquage, de camouflage. Pour être dans la relation avec l'autre, eh bien, je vais consommer comme l'autre. Je m'aperçois que finalement, pour être dans l'interaction, il faut consommer, donc je consomme. Sauf que si j'ai effectivement une impulsivité, eh bien, je peux effectivement partir dans des consommations qui vont me dépasser. Donc ça, c'est important à l'avoir en tête. Donc en pratique, comment ça va se gérer? Alors en pratique, finalement, ben voilà ce que nous avons, une véritable chimère. Alors dans cette chimère, ben, on reconnaît très facilement le TDAH, il y a très souvent le TSA associé, vous avez vu à quel point c'est fréquent. Et puis on peut avoir les troubles de la personnalité, les troubles anxieux, les psychotraumatismes, plein d'autres choses. Les addictions, les troubles du sommeil qui sont très fréquents, vous l'avez vu, que ce soit dans le TDAH, dans le TSA et dans d'autres pathologies psychiatriques. Mais évidemment, on va surtout s'attarder très souvent à ce qui est le plus fort, ce qui crie le plus, c'est-à-dire le TDAH, trouble de la personnalité, de l'addiction. D'où l'importance, effectivement, d'explorer systématiquement, de le rechercher, car vous allez voir à quel point ça peut être déterminant dans la prise en charge. Alors justement, cet après-midi, vous aurez un atelier, vous voyez justement un adolescent qui a des candidatives multiples, où ça a été un maelstrom sur le plan diagnostic, vous voyez, entre le trouble neurodéveloppemental, prodrome de schizophrénie, trouble de la personnalité. Pour ceux qui participeront, on vous montrera toute l'approche donc dimensionnelle avec Lucie Penel, notre psychologue, et Elisabeth Giraud-Barrault qui a impliqué effectivement dans la prise en charge des troubles du spectre autistique et comment on peut effectivement accompagner ces patients, caractériser effectivement le diagnostic et le traitement. Ça, c'est important effectivement à avoir en tête parce que vous voyez que c'est une affection qui est complexe et hétérogène, vous l'avez compris, le trouble du spectre autistique. Il y a une méconnaissance diagnostique, une offre de soins aujourd'hui qui est limitée. S'il y a des choses qui se développent chez l'enfant, il y a très peu de choses chez l'adulte. Et chez l'adulte, c'est un défi car vous allez voir que les instruments qui sont utilisés ont été développés pour l'enfant. Et ça, c'est quand même un problème parce que les seuils, forcément, ils ne sont pas forcément adaptés. Et ça ne tient pas compte du sexe. Or, on va voir que justement, il y a une différence. Vous voyez qu'à l'âge adulte, les symptômes sont moins évidents, surtout quand les personnes sont cognitivement capables de développer des moyens pour contourner ou déguiser certaines difficultés. C'est toutes les stratégies de masquage, de camouflage, de compensation. Et puis, si on y rajoute les comorbidités et les produits, ça complique le tableau. Beaucoup de femmes autistes ne sont pas diagnostiquées parce que finalement, elles sont un peu plus atypiques que les hommes. Effectivement, regardez en termes de déficits sociaux et de communication, elles sont plus subtiles que les hommes. Elles peuvent plus masquer ou camoufler leurs différences. Elles peuvent plus se sociabiliser. Elles ont souvent un ou deux amis. Elles ont des jeux qui sont plus imaginatifs. Elles ont un langage qui est plus émotionnel, moins répétitif et des intérêts plus sociaux. Et du coup, parfois on dit mais non, il y a tous ces éléments donc ce n'est pas un TSA. Pas du tout. Donc vous voyez, d'où l'importance effectivement d'aller explorer beaucoup plus finement. Alors, vous voyez qu'on peut utiliser des outils de repérage. Moi, dans mes consultations, très simplement, vous voyez que je ne suis pas psychiatre, simple neurologue, pharmacologue et addictologue. Eh bien, j'utilise le spectre du quotient autistique. En plus, vous avez des versions en ligne qui vous calculent les scores et qui vous donnent les grandes dimensions dans lesquelles, effectivement, le patient, eh bien, il a des impacts. Car, effectivement, il faut raisonner en dimensions. Et puis, vous avez la RATS, bien entendu. Et puis, après, vous avez toutes les échelles de confirmation. Et effectivement, vous voyez ces échelles qui vont vous permettre effectivement de confirmer le diagnostic avec toutes les limites qu'on a dit tout à l'heure. Eh bien, aujourd'hui, au-delà des échelles et des seuils, eh bien, d'où l'importance de l'expertise clinique. Et justement, Elisabeth Giraud-Barrault, vous verrez un atelier pour ceux qui participeront, eh bien, nous faisons des staffs communs où on présente des situations cliniques qui mettent en difficulté, où on va discuter avec elles pour voir effectivement donc, si on est passé à côté de quelque chose et surtout voir après quelle prise en charge on va pouvoir proposer. Car c'est ça finalement, comme toujours, c'est une prise en charge globale, intégrative. Et là où ça peut être un challenge pour les patients, eh bien, quand on a des difficultés en termes d'interaction sociale, ça peut être compliqué dans les thérapies de groupe, changer des routines, c'est extrêmement anxiogène puisque ce sont des patients qui sont inscrits dans des routines, donc les TCC, ça peut être compliqué. Les TCD, qui sont la variante dialectique, qui est finalement adaptable non seulement au TSA, mais aussi aux troubles de la personnalité de type état-limite, ça marche bien finalement. Donc, important de se concentrer sur les forces individuelles, une analyse fonctionnelle, on vous montrera cet après-midi, et puis rendre l'environnement plus favorable et traiter les affections concomitantes.
Alors, parmi les affections concomitantes, on a évoqué le trouble attentionnel. Eh bien, vous voyez, la question qui se pose, est-ce que c'est un vrai TDAH associé ou est-ce que finalement, il y a un trouble attentionnel parce qu'il y a cette déficience sociale qui contribue aux difficultés d'attention. Il y a débordement, donc on va dire, des informations que le patient n'arrive pas à gérer. Il y a une surcharge sensorielle. Et évidemment, donc, ce n'est pas le même traitement. Quoi qu'il en soit, le méthylphénidate peut être utile, effectivement, mais ce qui est très intéressant, on ne va pas le monter aux mêmes doses que dans le TDAH parce qu'on s'aperçoit que le patient va développer des effets indésirables. Donc, ils sont plus susceptibles de développer des effets indésirables. Et puis, sur les éléments d'impulsivité, et ça, on l'a vu effectivement sur le cas clinique d'hier, eh bien, l'aripiprazole peut être extrêmement intéressant de manière spécifique, que ce soit dans le trouble de la personnalité, que ce soit dans le TDAH ou que ce soit dans le TSA. Alors, il reste bien entendu beaucoup de questionnements, bien entendu, ce qui montre à quel point aujourd'hui il faut faire bouger les lignes. Vous voyez, donc quelle meilleure stratégie. Donc, ça reste effectivement des éléments donc, à explorer pour mieux traiter les patients. J'ai fini. Et finalement, là aussi, donc, quelles meilleures approches pour gérer donc, les éléments émotionnels. Mais ça, vous le verrez cet après-midi, donc, on vous donnera des éléments donc, de prise en charge personnalisés. Et puis, bien entendu, tout le problème des critères diagnostiques aujourd'hui qui s'appliquent à la population adulte. Donc là, il y a un vrai travail d'amélioration des outils de diagnostic qui aujourd'hui n'ont pas été développés pour les adultes et c'est bien donc le souci. Donc si on veut améliorer le nombre de diagnostics, eh bien, il faut avoir les outils adaptés. Donc, il y a des recommandations, vous voyez, récentes. Donc, vous voyez, juste tout le parcours donc, de l'adulte et des recommandations donc, internationales qui ont été traduites et qu'on pourra vous transmettre, effectivement, où vous retrouverez plein d'éléments donc, présentés dans ces diapositives. Et je remercie notre équipe, mon équipe, qui a largement participé à cette réflexion récente de ce TSA. Ça fait maintenant 2-3 ans, effectivement, où on est confronté à cette situation. Il fallait effectivement qu'on avance et on se donne les moyens et très clairement, ça vaut le coup. Je vous remercie de votre attention. Bon. Un très grand merci, Maurice, pour cet exposé si vivant, brillant, as usual, mais surtout merci beaucoup pour eux. Merci pour eux, pour ces enfants, pour ces adolescents qui, dans notre pays, souffrent sans recours, sans diagnostic et sans les bénéfices que pourraient éventuellement apporter des prises en charge que tu as évoquées. Donc, nous avons épuisé le temps de ce colloque, mais il y a peut-être une bonne nouvelle, c'est Miguel Casas qui tranchera, puisque le prochain Sympo qui se tient à 11h ici est géré par Miguel Casas. Et donc, pour ceux qui auraient quelques questions à poser, si Miguel Casas l'accepte, on peut laisser la place à quelques questions. C'est toi qui décides et qui... Et Jean-Jacques Desglans, où est-il, Jean-Jacques? Jean-Jacques? C'est toi et Jean-Jacques qui tirez, mais je pense que Jean-Jacques sera d'accord avec nous pour laisser quelques questions le temps que vous mettiez en place le prochain Sympo. Alors, je vais parler aussi aux pharmacologues et je voudrais savoir un petit peu, à part l'aripiprazole et l'arisperdione, est-ce que vous utilisez d'autres traitements avec cette synergie et plus précisément, est-ce que le bupropion, ça peut être utilisé dans certains cas? Alors, nous, le bupropion, on ne l'utilise pas, d'autant plus qu'il n'est pas remboursé, hein, ce médicament, dans le cas du trouble d'usage du tabac. Ça marche, là. Et en plus, c'est hors AMM. Il y a d'autres médicaments aujourd'hui qu'on peut utiliser de manière plus pertinente, hormis
hormis l'aripiprazole qu'on aime bien, il y a la kétiapine qui marche bien aussi, qui en plus a un effet antihistaminique. Donc quand il y a des troubles du sommeil associés, ça marche très bien. Mais là aussi, il faut augmenter très progressivement les traitements, que ce soit l'un ou l'autre, parce qu'effectivement, en dehors du méthyphénate, ils peuvent développer plus facilement des effets indésirables. Donc c'est ça. Après, parmi les autres traitements, sur les troubles anxieux associés ou troubles dépressifs, pour les IRS, vous verrez dans les recommandations, ils vont dire allez-y doucement, effectivement, parce que ça peut entraîner parfois des surstimulations et augmentation de l'irritation. C'est vrai, nous on aime bien utiliser plutôt des molécules dites dirty drugs ou en large action, type IRSNA, voire tricyclique, notamment quand effectivement il y a des troubles du sommeil. Donc ça c'est intéressant, mais surtout toujours en augmentant progressivement pour agir effectivement sur les troubles anxieux et dépressifs associés. Mais par contre, vous l'avez compris, et au travers de la présentation d'hier et de la présentation de l'atelier cet après-midi, quand vous avez un trouble de l'usage des opiacés, la première chose, bien entendu, c'est le traitement de substitutions aux opiacés en utilisant de manière adaptée la titration, puisqu'on va utiliser les propriétés psychotropes finalement de l'opiacé. Et ça, c'est très intéressant, puisqu'on a des patients extrêmement instables qui sont donc très bien stabilisés déjà avec les médicaments opioïdes. Oui. Je rajouterais, Lucie Penel, je rajouterais que l'utilisation des bêta-bloquants en titration pour gérer les symptomatologies anxieuses, ça marche assez bien chez nos patients TSA-TDAH. Alors effectivement, si on veut réduire effectivement certains symptômes, notamment somatiques, et permettre une titration plus facile, l'ajout d'un bêta-bloquant type propranolol, comprimé à 40 mg, en demi-comprimé, comprimé entier, en augmentant progressivement là aussi, peut être utile, effectivement. Georges. Merci Maurice et merci à tous les présentateurs pour cette session. Alors moi, ça me pose une question du point de vue purement épistémologique, du point de vue de l'apparition très importante, on le voit du TDAH ou des TSA, dans les pathologies addictives, sur les descriptions. Mais ça pose une question sur historiquement, comment on regroupe et comment on réunit les troubles avec des dimensions. Tu es très attaché aux dimensions symptomatiques, comme je le suis également. Mais du point de vue du regard qu'on doit porter sur la pathologie mentale et d'où elle vient, ces aspects neurofonctionnels ont tendance à mettre de côté les aspects systémiques et de l'influence de l'environnement sur l'apparition des troubles. Et je pense que ces ateliers-là mériteraient un contrepoint, il me semble. Parce que je pense qu'on s'accroche, de point de vue neurodéveloppemental, à un regard très neurofonctionnel de la pathologie mentale. Et on en perd le regard systémique qu'on peut apporter sur cette pathologie. Et tu l'as dit, tu es neurologue, et tu n'es pas psychiatre, et tu as une vision très neurologique des troubles, qui est en excellent clinicien que tu es, évidemment, mais je pense que ça mériterait quand même un regard, un contrepoint de regard sur la façon dont on doit être vigilant sur l'émergence des troubles du spectre autistique, tels qu'on les voit, et des TDAH. Sur les photos qui sont présentées, il y a 20 ans, on aurait présenté les mêmes personnages avec des troubles bipolaires. C'est-à-dire que, alors, ça nous questionne, je ne dis pas que tu as tort, ça nous questionne sur le regard épistémologique qu'on porte, enfin sur la question qu'on porte sur les symptômes et les troubles qu'on porte chez nos patients. Parce qu'au final, les traitements, quel était le sujet, tu aurais parlé de troubles bipolaires ou d'impulsivité, tu aurais terminé avec les mêmes conclusions thérapeutiques. Et donc en fait, c'est le regard, nous cliniciens, que nous portons sur nos patients et la façon dont nous regroupons les éléments symptomatiques pour en faire des troubles ou des éléments... ou des maladies ou des syndromes en fonction des hypothèses éthiopathogéniques sous-jacentes qu'on veut bien élaborer. Mais au fond, ça pose une question fondamentale, c'est quel regard on porte sur ce qu'on traite, et est-ce que nos regroupements ne sont pas un peu parfois hâtifs et liés à la subjectivité de nos moments et de nos époques? Alors c'est sûr, parce qu'effectivement il y a des effets de mode, on le sait très bien, hein. Les troubles bipolaires, on en a beaucoup parlé, la littérature a été enrichie de manière inapproprié, je dirais, parce qu'il y avait du trouble du bipolaire de partout. Nous, dans notre clinique, alors qu'on a des patients extrêmement sévères, on ne les voit pas ou peu. Mais par contre, les troubles anxieux qui ont été complètement scotomisés, qui étaient une dimension majeure en anxiété, aujourd'hui, la littérature s'enrichit, met en avant effectivement la problématique anxieuse. Et tu as raison, il est évident que c'est un individu dans son environnement. Et d'ailleurs, cet après-midi, l'atelier montrera à quel point l'environnement est déterminant finalement dans l'expression clinique du patient, dans sa stabilité et dans les perspectives évolutives. Donc c'est toujours effectivement donc l'individu dans son contexte. Au-delà du neurologue, c'est le clinicien tout court qui parle. Lucie ?
Oui, bonjour, pardon. Romain Issic, je suis psychiatre et addictologue à l'assistance publique à Paris. Merci beaucoup pour ce sympo et je pense que celui d'après va être aussi bien, enfin j'espère. Je voudrais lancer une sorte d'appel sur le terme d'automédication qui a été un petit peu oublié et qui revient beaucoup dans diverses présentations et notamment celle de pionniers dans les pas duquel on marche, le professeur Casas. En fait, comme le vocabulaire, on le sait, je suis de l'école bordelaise du professeur Royacombe, donc le vocabulaire m'est très cher dans toutes nos disciplines et surtout pour la pathologie du L. Le terme d'automédication, pour moi, et je lance un appel pour discuter de son caractère impropre. Très clairement, les substances addictives n'ont jamais soigné aucun trouble psychiatrique. Elles ne le stabilisent pas, elles le déstabilisent, elles l'aggravent. On perd encore 10 ans d'espérance de vie et je trouve qu'automédication est un terme qui, pour moi, parfois sert à se cacher ou et pour les patients, je pense que c'est assez trompeur. En plus, l'argument, à mon avis, principal, au-delà de mon opinion qui n'engage que moi, c'est surtout que c'est absolument pas spécifique d'utiliser une substance pour se sentir mieux. Dans ce congrès, il y a quelques milliers de personnes, on l'a tous fait. On le fera peut-être en grande partie ce soir au casino pour se sentir un peu plus euphorique, encore un peu plus content d'être là. Quand on va rentrer chez soi et que moi personnellement je vais avoir une sorte de crush ou de crash plutôt quand je vais rentrer chez moi après tout seul après le congrès, etc. Donc plutôt aviser de gérer des dimensions, régulation émotionnelle, anxiété, sommeil. Mais vraiment, voilà, c'est plus une forme, c'est pas du tout une provocation parce que il y a beaucoup de travaux à faire pour voir mieux la spécificité de ce concept. Mais en tout cas, peut-être lancer un appel, puisque ça va demander un travail probablement assez scientifique aussi, de dire voilà, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à la place de self-medication. Parce qu'en plus, je finis par là-dessus, une des seules peut-être avancées majeures de la génétique dans les phénotypes complexes psychiatriques, troubles bipolaires, troubles de l'usage d'alcool, etc., c'est le fait que la meilleure explication, à ce stade, c'est la vulnérabilité partagée, notamment biologique, puis environnementale. Ouais. Donc voilà, je lance vraiment un appel, c'est pas pour... c'est une stratégie adaptative, hein. On est dans les stratégies adaptatives, et comme ça finit par une addiction, c'est une stratégie adaptative qui a mal tourné. Ok. Oui, excusez-moi. Vous avez raison, mais on n'a pas un autre terme. Mais ça ne veut pas dire... Il faut pas faire la confusion. Ça ne veut pas dire que l'automédication ne veut pas dire que les drogues sont médicaments. Ce qu'il veut dire, c'est que les propriétés psychotropes des drogues, antidépressives, antipsychotiques, anxiolytiques, est utilisées par les malades pour s'automédiquer, pour essayer de se guérir. Mais de toute façon, les choses sont en train de changer. Quand j'étais directement relationné avec Edward Kadzian, on l'a invité plusieurs fois à Barcelone. Alors, on ne croyait pas qu'on pourrait avoir les effets thérapeutiques des drogues. Mais maintenant, à ce moment-là, on est en train d'avoir des antipsychotiques, antidépressifs avec le cannabis, les dérivés cannabis. Et une des meilleures antipsychotiques, c'est l'héroïne. Il faut savoir ça. Les opiacés sont très bons antipsychotiques. On ne peut pas les recommander, mais c'est comme ça. Alors, l'automédication, ce serait bon d'avoir un autre terme. Souvenez-vous que quand il n'y a pas de substance, quand il n'y a pas de drogue, on dit autorégulation. Avec les téléphones, vous voyez les écrans, il y a des gosses, d'enfants qui se autorégulent. C'est les mêmes comme ça. Ce serait bien de trouver d'autres noms, mais ce n'est pas proposer les drogues. Finalement, ce sont les compagnies pharmaceutiques et l'investigation en neurosciences qui vont le faire. Ce n'est pas proposer, dire oh, prends cannabis ou prends, je sais pas, cocaïne parce que ça ira bien, mais c'est vrai qu'ils prennent les effets positifs des drogues pour ces problèmes. Alors, d'accord avec ça. Okay, I think the time is off for the organization. Cet après-midi, Lucie, cet après-midi. Okay. Thank you to all the attendees. Thank you very much. Thank you.